Hello à tous, j'adore les fins d'année parce qu'il y a plein de tops et plein de flops. Et j'avais trop hâte de vous partager mon top et mon flop spécial polar thriller, bien évidemment, parce qu'on est sur la chaîne YouTube de Pierre Verja, et Pierre Verja il écrit des polar thrillers, et Pierre Verja il parle de lui à la troisième personne. Ça va plus du tout. Non mais j'avais trop hâte de vous partager un peu mes coups de cœur et aussi un petit peu quelques coups de gueule. Mais spécial polar et thriller. On va parler de films, on va parler de bande dessinée, on va parler bien évidemment de la catégorie mère, les livres, et on va pas du tout parler de séries parce que j'ai absolument vu aucune série polar thriller cette année. Je réfléchis là, mais non, j'en ai vu aucune. Voilà, on va parler cinéma, on va parler bande dessinée, et surtout on va parler de livres. Et on va commencer par le cinéma. Dans mes flops ciné cette année, en troisième position, il y a Only the River Flow, qui est un film chinois qui était vendu comme un Memories of Murder chinois. Donc moi, on dit Memories of Murder, tous les voyants sont au vert, je me dis ça va être incroyable. Au final, l'ambiance est assez intéressante, mais le scénario va un peu dans tous les sens, et surtout le montage. Le montage, il est chelou. Il y a des scènes vraiment, on dirait qu'il manque des scènes, en gros. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment ce côté poursuite d'un tueur en série qui rappelle Memories of Murder parce que les policiers sont un peu pris au dépourvu et ne gèrent pas du tout bien l'affaire. Mais voilà, au final, ça se perd à cause d'un montage et d'un scénario un peu brouillon. C'est dommage. Mais ça n'a rien à voir avec le deuxième de cette catégorie, Longlegs. Longlegs qui était tout simplement ma plus grosse attente thriller polar de l'année en termes de cinéma. On m'a vendu le truc en mode c'est Seven qui croise Hérédité avec un Nicolas Cage en méchant. Oui, Nicolas Cage en méchant, mais bien évidemment. Le problème, c'est que à partir du moment où on voit le visage du méchant, le film devient une sorte de nanar surnaturel, très pompeux, très chiant, très brouillon. Et le problème, c'est qu'on voit le méchant à partir de 10 minutes à peu près, ou à partir d'un quart d'heure. Je trouve qu'il y a une scène d'intro incroyable où c'est filmé, où on ne voit pas le visage, le haut du visage du personnage du méchant, et bref, il installe une ambiance de ouf qui est très vite désamorcée par le fait qu'après le méchant est un monstre grand guignol qui a des super pouvoirs, qui peut apparaître et disparaître. Ok, c'est bien filmé, ok, l'ambiance est cool, mais le scénar avec les histoires des boules là, je vous spoil pas, mais ça n'a aucun sens. C'est dommage, mais c'est encore moins dommage que le premier de ce flop qui n'est autre que Trap. Alors monsieur Shyamalan, il a une carrière en dents de scie. Et dire ça, c'est vraiment enfoncer une porte ouverte, comme on dit. Mais depuis quelques années, je trouvais qu'il avait un peu remonté la pente et que sans atteindre des niveaux comme Sixième Sens ou comme son chef-d'œuvre Le Village, voilà, il retrouvait un petit peu du poil de la bête. Mais du coup, il s'est dit, tiens, j'ai trop de poils, donc je vais me raser. Je suis pas sûr de cette métaphore. Trap, c'est stupide. Voilà, c'est tout simplement stupide. C'est un film high concept qui galère avec son high concept et qui fait qu'il y a des scènes surréalistes où le tueur en série passe devant les policiers. Enfin, ça n'a aucun sens. Vraiment, pour moi, c'est un énorme nanar. Vraiment, je crois que c'est le seul film de l'année. Même Longlegs ne m'a pas fait rire, mais Trap, à un moment donné, vraiment, j'étais en mode mort de rire. En mode genre, ouais, le tueur en série, il passe devant 15 policiers. Il y a un mec au comptoir qui lui dit, ouais, tu sais, pour t'échapper, en fait, faut juste faire ça, ça. Ça n'a aucun sens. Maintenant que je me suis un petit peu énervé, on va passer d'abord quelques petites notions honorables qui ne sont pas dans mon top 3 de l'année, mais qui auraient pu y être. Ça s'est joué à très très peu. Alors, il y a eu City of Darkness. Ah là là, je crois que c'est chinois, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Je vais me corriger quelque part sur l'écran si jamais je dis une bêtise. Film chinois incroyable, avec des décors, vraiment ce qui m'a impressionné, en plus des combats absolument ahurissants, c'est vraiment l'ambiance et les décors dans cette ville forteresse remplie de câbles, c'est poisseux, c'est le même réalisateur qui avait fait Limbo, qui est un de mes énormes coups de cœur de ces dernières années en termes de thriller polar. Si vous l'avez pas vu, foncez. Et là, il revient avec City of Darkness, qui est plus un film d'action avec des personnages, on dirait, tout droit sortis de manga, mais c'est super bien amené. Les chorégraphies des combats sont incroyables. Tous les personnages sont hyper charismatiques et tout. Ça se prend à la fois un peu au sérieux, à la fois, il y a un côté, comme j'ai dit, très manga animé, et surtout, juste pour les décors de cette ville absolument dantesque, franchement c'était très très cool. Donc City of Darkness aurait pu être dans le top 3. On va chez mes copains coréens, moi j'adore le cinéma coréen. Cette année ils n'ont pas su m'éblouir, en tout cas pas dans le polar, parce que d'autres catégories de films, par contre, voyez Soulmate, un de mes top 5 de l'année tout confondu, mais bref. Concrète Utopia,
J'aime bien tousser. Concrète Utopia, excellent film, mais quelques petites longueurs et quelques... Voilà, ça n'a pas eu le souffle que j'espérais, mais très très bien. Sleep, toujours cinéma coréen, très simple, très efficace, mais un peu trop peut-être académique pour rentrer dans ce top. Borgo, excellent film, mais pareil, à un moment c'est juste des ressentis et c'est vrai que j'ai pas été forcément porté à 100% au point de le mettre dans mon top 3, mais excellent. Et je voulais souligner le petit effort français, Le Mangeur d'âme, qui est un film un peu bébête, un petit peu nanardesque, mais qui tente des choses et qui sait installer une ambiance que je trouve assez réussie, et notamment le méchant principal et l'esthétique du méchant est très réussi, donc voilà, ça c'est pas dans mon top 3, hein, clairement pas, mais je voulais quand même montrer qu'en France aussi, on sait faire des polars qui peuvent être efficaces. Celui-là l'est pas totalement, mais quelques petits efforts esthétiques qui méritent d'être soulignés. On s'arrête là. Troisième position de mes films polars préférés de l'année. Et on commence avec Santosh, qui est un film indien hyper intéressant. C'est vrai que c'est la première fois que je vois un film polar indien, je crois. Et c'est l'histoire que je trouve assez folle d'une femme qui perd son mari. Et son mari était policier. Et donc, il semblerait qu'en Inde, on propose aux veufs ou aux veuves de reprendre le métier de leur époux, de leur épouse. Bien sûr, en les formant, hein, évidemment, mais voilà, on lui propose, si vous voulez, vous pouvez reprendre le travail de votre mari, vous pouvez devenir gendarme. Et donc Santosh, elle accepte, et elle va se retrouver mêlée dans une affaire de disparition. C'est vraiment hyper rafraîchissant, et c'était vraiment super intéressant de voir le point de vue et la mise en scène de ce film indien. C'est pas forcément, en termes d'action, on n'est pas forcément pris à la gorge, mais je trouve que juste pour le point de vue d'un autre pays et le dépaysement, et voilà, certains plans et la relation qu'elle va nouer avec sa supérieure, voilà, ça vaut vraiment le coup. Donc troisième position, Santosh. Deuxième position, The Substance. Alors, est-ce qu'on est dans le polar? Clairement pas. Est-ce qu'on est dans le thriller? Voilà, j'estime que oui. Le débat est ouvert. The Substance, qui est un film français, cocorico, thriller de science-fiction, on peut dire, qui va très très loin en termes graphiques, donc à ne pas mettre entre tous les yeux, mais qui propose, je trouve, un propos à la fois ambigu et à la fois hyper profond sur les femmes et la relation qu'elles ont avec la société, comment la société les malmène et comment elles-mêmes rentrent comme ça dans une boucle infernale où elles-mêmes s'auto-enferment et vont comme ça propager une violence à la fois masculiniste mais à la fois assez féminine. Bref, c'est super intéressant. La fin va vraiment très loin. Mais voilà, je trouvais la proposition radicale et vraiment super intéressante. Mais pas autant que le premier et celui-là. Mais je suis tellement heureux de vous en parler parce que j'ai l'impression que personne ne connaît ce film. Alors, il n'est pas sorti en 2024, mais moi je l'ai découvert en début d'année, février 2024. Et il est sorti en 2022 ou 2023, il me semble. The Execution, qui est un film russe. À nouveau, si je me suis trompé, il y aura une rectification quelque part. Film russe de la traque d'un tueur en série avec un duo incroyable. Et quelle ambiance, mais quelle ambiance! Parce que je sais pas pour vous, mais moi je commence à en avoir marre. Je sais pas pour vous, mais moi je commence à en avoir marre de l'esthétique Netflix où toutes les couleurs se ressemblent, toutes les directions de photographie se ressemblent, et là, enfin, on a une vraie colorimétrie, on a une vraie ambiance, on a un vrai parti pris esthétique. C'est pas poisseux, c'est hyper oppressant, le scénario est hyper ficelé, et le twist final, putain, ça fait longtemps que j'avais pas vu un vrai twist efficace auquel je m'attends pas. Bref, le duo marche hyper bien, l'ambiance est, franchement, c'est du niveau de Zodiac 7. Et pourtant, j'ai l'impression que personne ne connaît ce film. Donc, si vous avez un film polar à rattraper cette année qui n'est pas sorti cette année, foncez sur The Execution, vous m'en direz des nouvelles. Comme je vous le disais, j'ai vu absolument aucune série policière cette année, ni aucune série thriller, donc on va très vite passer sur les BD et je vais pouvoir vous les montrer car je les ai avec moi. Pas de flop parce que j'ai pas lu assez de BD, ou en tout cas il n'y a pas de BD qui m'ont impacté négativement au point de vous dire oh là là c'est un flop, donc on va rester sur un top. Et en troisième position, je voudrais vous parler de La Traque. La Traque, qui est une bande dessinée de Valette Petit et Maurice, qui suit l'affaire de Dupont de Ligonnès. Voilà. Si vous connaissez pas, il faut s'inquiéter. Alors, attendez, hop, je me suis installé le micro, comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc on est plus sur, alors j'aime pas l'expression roman graphique, mais
on est, voilà, ça retrace vraiment toute l'affaire du pont de Ligonnès. Le dessin est pas forcément, vous allez voir, est pas forcément, je trouve, incroyable, mais il fait le travail. La mise en scène est plutôt sobre, sans voilà, casser trois pattes à un canard, mais c'est vraiment très fidèle et ça retrace vraiment du début de découverte des corps, avec même un peu avant la présentation de la famille du pont de Ligonnès, avec voilà, la traque qui en a suivi, avec voilà, quelques petits passages un peu plus textuels entre deux chapitres de bande dessinée. Donc si, comme moi, vous avez toujours entendu parler de cette affaire sans vous y être intéressé de près ou de loin, et ben en fait ça vous résume un peu tout, avec un dessin élégant, assez mature, jusqu'à voilà, jusqu'à la fameuse disparition inexpliquée de Xavier Dupont de Ligonnès. Donc vraiment fait pour les faits réels, les amateurs de faits réels, c'est vraiment très très cool. Et on reste sur des faits réels, avec en deuxième position le mystère du col Dyatlov. Si vous connaissez pas ce mystère, qui est clairement très connu, mais bon, moins que l'affaire du pont de Ligonnès en France, c'est l'histoire, il me semble que c'est des alpinistes ou des étudiants qui partent en expédition et qui du jour au lendemain, le mec a envie de picoler, du jour au lendemain, tout ce groupe va totalement disparaître et va laisser une scène de camping, une scène de crime, de disparition absolument folle. Leurs tentes ont été déchiquetées, ils ont retrouvé certains corps totalement dénudés à quelques kilomètres. Enfin, c'est vraiment ultra mystérieux, comme c'est vraiment mon cas, mon histoire de faits réels, de faits divers préférés, je pense. Là, on est clairement sur une qualité de dessin que je trouve beaucoup plus cool que la traque. En tout cas, moi, ça me parle plus. On est vraiment, c'est hyper clean. Et donc, ça retrace, et ben, à nouveau, l'histoire de tous ces jeunes qui partent en expédition et qui n'ont jamais été retrouvés. En tout cas, la plupart n'ont jamais été retrouvés. Et donc voilà, il y a toutes les... là, c'est très bande dessinée, voilà. On est à la fois... quand c'est dans le passé, on est sur des teintes un peu plus sépia. Et quand on est dans le présent, où c'est les enquêteurs qui mènent l'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, ben là, on est plus sur quelque chose de plus coloré. Bref, c'est super passionnant. Il y a bien sûr évidemment toutes les théories qui ont été émises autour de cette affaire, toutes les théories. On n'a jamais, encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et à la fin, on a un dossier vraiment très intéressant qui montre voilà, les photos des vraies personnes qui ont disparu. Voilà, on a les camps et tout, et même les auteurs, le camp, il n'y avait qu'un camp. Et les auteurs Gendreau et Mayenne ont vraiment fait des recherches poussées. Ils sont, il me semble, si je dis pas de bêtises, ils sont même retournés sur les lieux. Ils ont interviewé tout un tas de personnes. Et voilà, il y a même un témoignage à la fin de Cédric Mayenne, un des auteurs, qui en juillet 2023 explique pourquoi ils ont cherché à comprendre. Et malheureusement, bon je ne vous le spoil pas, mais on n'a jamais su et on ne saura probablement jamais. Si vous aimez les faits tellement improbable que si on en écrivait un bouquin, les gens diraient que c'est tiré par les cheveux, et ben foncez sur le mystère du col Dyatlov. Assez de faits divers, on va arriver sur le top 1 de mes bandes dessinées de l'année, et on est sur une fiction. Voilà, je vais pas non plus vous présenter que des choses faits divers. Et quelle fiction, avec les navigateurs de Lehman et de Canva. Franchement, c'est une très très grosse claque que je me suis pris, avec voilà, déjà un dessin en noir et blanc très très beau, assez mature dans le trait. La mise en page est voilà, quand même plus recherchée, plus dynamique que les deux précédents. Après les deux précédents, c'est voilà, un travail vraiment d'épuration et juste de partage d'informations. Là, on est vraiment sur une bande dessinée fiction qui raconte, c'est très compliqué à raconter sans spoiler, c'est un thriller polar. C'est un jeune qui s'appelle Arthur et qui va retrouver Neige, qui était son amour d'enfance. Et Neige est revenu dans leur village natal, et donc bref, il se rend compte qu'il est toujours
amoureux d'elle jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que elle a disparu totalement. Et il va y avoir une traque pour essayer de comprendre comment est-ce qu'elle a disparu. Et très vite, on va sombrer dans le fantastique avec voilà, des œuvres d'art qui ont l'air d'avoir certains pouvoirs. Et bref, ça mélange de manière très intéressante et très subtile le fantastique et les légendes urbaines, comme c'est écrit. Et vraiment, l'univers qui est développé dans ce livre, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Et en plus, l'édition est super belle. Donc, Les Navigateurs, c'est mon gros coup de cœur thriller polar avec une petite touche fantastique. Je triche un petit peu. Mais vous verrez, on est quand même sur une enquête, essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à Neige. Voilà un petit peu pour les bandes dessinées. Ok, il est temps d'arriver à la catégorie mère, catégorie des livres. Les livres, cette année, j'en ai lu 33. Et donc sur ces 33, certains m'ont assez déplu, certains m'ont énormément plu, et on va dire que 80% d'entre eux, c'est du thriller et du polar. Voilà, le reste, c'est des digressions, parce que j'aime bien découvrir d'autres univers, mais c'est vrai que je reviens très souvent sur le polar. J'ai pas spécialement envie de faire de flop. C'est marrant à dire. Et du coup, pareil, des petites notions honorables qui auraient pu se retrouver dans le top 3. En vrai, c'était très compliqué de faire ce top 3. Je pense à Dans la cuisine du diable, qui était à ça d'être dans le top 3. Mais voilà, en fait, le top 3, il y a vraiment tellement des très belles œuvres que voilà, c'était compliqué. Je pense à La cérémonie de Florian Denisson, qui il était pas loin, lui non plus. Je pense à quoi, moi, Dieu ? Bref, je pense à plusieurs romans, mais le troisième roman que j'ai préféré cette année en polar thriller, c'est Au nord de la frontière de mon petit chouchou R.J. Ellory. Je vous en ai déjà parlé, c'est mon auteur de polar préféré. Seul le silence, son chef-d'œuvre est mon roman polar préféré de tous les temps, et j'estime que c'est le meilleur de tous les temps et qu'il n'y a pas forcément de débat à avoir là-dessus. Comme tous les ans, il nous sert des petites pépites. L'année dernière, il y a eu Une saison pour les ombres, qui est un roman extraordinaire. Cette année, bon, c'était un peu moins bien. Mais quand on est le meilleur de sa catégorie, un peu moins bien, tu te retrouves quand même dans le top 3. Donc, Au nord de la frontière est un roman un petit peu plus viscéral, je trouvais, un petit peu moins mélancolique que les précédents. Mais voilà, un personnage super intéressant. Et toujours cette plume, quoi, la plume de R.J. Ellory est vraiment incroyable, je saurais pas exactement la décrire, c'est vraiment un mélange de mélancolie en même temps avec une écriture très fine, très élégante. Bref, c'est top 3 direct. En deuxième position, je vous ai déjà parlé de Cyril Carrère qui est un auteur extraordinaire et qui en plus est un ami qui m'aide énormément, notamment il m'a beaucoup aidé sur mon nouveau roman, ça je vous en reparlerai. Vous allez dire que je fais du favoritisme, moi je pense que je peux être totalement objectif. Et je suis pas le seul car le roman a eu plein de prix, globalement tous les retours sont unanimes sur La colère d'Izanagi, le nouveau Cyril Carrère qui nous a sorti un twist. Mais alors ceux qui l'ont lu, vous savez, on s'est vu, le twist, ouais, ok, ouais, le twist, ouais. Et même au-delà de ça, voilà, toute l'immersion dans le Japon, toute l'enquête parallèle avec ces jeunes et à la fois la cellule Sakura, enfin, c'est dingo, c'est millimétré. Et encore une fois, il y a un retournement de situation, mais il est incroyable, voilà. Mais j'ai lu mieux, j'ai lu Le sang des innocents. C'est le deuxième roman que je lis de cet auteur, et autant le premier, alors je me rappelle plus du titre, mais j'avais accroché sans plus, autant là on est sur une claque. Après c'est très écriture, comment dirais-je, on est sur du blockbuster polar. Chaque chapitre est super ciselé, tout est fait pour que ça te donne envie de tourner les pages, les personnages ils sont hyper caractérisés. En même temps, le propos sur les violences américaines et en gros sur le racisme est super actuel. Bref, mais c'est vraiment un blockbuster dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ça t'accroche direct. En même temps, ça t'amène des propos super profonds. En même temps, les personnages, ils sont incroyables. Bref, Le sang des innocents, c'était ma grosse claque de 2024. Et ben écoutez, je pense que j'ai fait le tour, voilà, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas, franchement, parce que je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais que 2024, on a quand même été assez gâtés en termes de romance, ça, y a pas de souci, mais franchement, en termes de cinéma et de séries, je trouve que c'était pas une super année polar thriller. Alors,
peut-être que je suis passé à côté de films, de séries, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top 3 pour chaque catégorie. J'ai pas pu lire tous les romans polars, bien évidemment, donc dites-moi aussi c'est quoi votre coup de cœur, comme ça je ferai plein de rattrapages en 2025. En 2025, pour moi, c'est la sortie de mon nouveau roman qui s'appelle Notre Petit Secret. Je vous donne rendez-vous fin février pour découvrir tout ça en librairie. Ça sort chez L'Oiseau Noir Édition. Moi, je suis super heureux. Je sens que 2025, ça va être une année incroyable. J'espère que ça le sera aussi en termes de culture et que je vais découvrir plein de films, plein de séries et plein de livres super cool. J'espère que cette petite vidéo top flop de l'année vous a plu. On se retrouve soit pour la vidéo bilan de l'année, soit en janvier pour, oh, qui sait, des surprises peut-être. Ah, ça, on n'est pas à l'abri. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gâtez vos proches et surtout, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao.